ordinaire, mais qui est devenu un événement qui a attiré l'attention des compatriotes depuis 2 semaines. C'est la commune de Minembwe. Pendant 2 semaines, on a tout entendu. Et sous les cieux, rarement un sujet a été suscité autant de réactions. En tout cas pas ces jours-ci. Je pense que l'élection américaine, l'épidémie de Corona-19 ont baissé sur certaines presses. Je ne me suis pas exprimé durant 2 semaines. Ce n'est pas parce que je n'avais pas quoi dire, mais c'est parce que j'ai voulu écouter et observer. Et j'ai voulu voir jusqu'où la race humaine est encore capable de créer, d'inventer des contre-vérités. Mais en même temps, je me dis, il y a un temps pour tout. Il y avait un temps pour me taire et être silencieux, mais il y a un temps pour parler. Il est temps que l'opinion publique congolaise internationale connaisse la vérité. Parce que, dit-on, c'est Jésus qui l'a dit, la vérité affranchit. Donc, si je ne m'exprime pas du tout, les gens vont croire fondamentalement dans le mensonge. Et donc, je suis à vos dispositions de façon libre. Aucune question n'est préparée, aucune question n'est taboue. Et je me tiens à vous pour que vous puissiez poser les questions les plus pertinentes, les plus utiles pour édifier, si vous voulez, l'opinion nationale et internationale. Je vous remercie. Selon certaines sources, il fallait que vous puissiez d'abord déposer votre rapport auprès du président de la République afin de vous prononcer devant la presse. Est-ce que ça a été fait? Merci. Première question. Deuxième. Monsieur le ministre d'État, je ne sais pas, vous avez pris la décision de parler finalement. On a appris par des médias interposés que vous étiez invité à l'Assemblée nationale pour cette question. Pourquoi choisissez-vous d'abord les médias que des députés nationaux qui représentent l'ensemble du peuple congolais? Troisième question. On va d'abord répondre aux 3 premières. Monsieur le ministre d'État, la question Minembwe fait justement couler beaucoup d'encre. De votre point de vue, le problème se trouve à quel niveau? Et je voudrais, avant que vous puissiez nous dire à quel niveau se trouve le problème selon votre point de vue, la problématique Minembwe ne commence pas hier, même pas à l'installation de la commune. Ça commence un peu plus loin. De votre point de vue, quelles peuvent être les causes qui occasionnent justement cette tollée autour de la question Minembwe? Merci beaucoup. Voilà. Madame, vous me posez la question de savoir, selon votre source donc, vos sources, que je devais déposer un rapport au président avant de m'exprimer. C'est bien ça. Cette source est fausse. Après le conseil des ministres de vendredi, il y a eu une certaine presse, je ne sais laquelle, qui a complètement déformé le compte rendu du conseil des ministres, ou même la réunion du conseil des ministres, en disant des choses inexactes. Ce qui fait foi, c'est le compte rendu qui a été lu. Le reste, c'était pas du tout ça. Donc, il ne m'a pas été demandé de déposer un rapport au président avant de m'exprimer, ni de le déposer du tout. Je n'ai pas été sermonné, loin s'en faut. Donc, ce que vous avez lu dans ce sens n'est pas vrai. Le conseil des ministres s'est tenu normalement. Le point était le premier à l'ordre du jour. Le chef de l'État a communiqué sa décision prise à partir de Goma. Il y a eu des interventions, dont la mienne. Il y a eu 4 interventions.
des membres du Conseil des ministres. Et donc, tout ça, vous n'avez pas dans votre élément. Je n'avais donc pas, si vous voulez, un rapport spécial à déposer. Seulement, je suis ministre du secteur. J'ai rencontré le chef de l'État. Il m'a fait le bénéfice de me recevoir également. Mais c'est dans le cadre, si vous voulez, de mes activités comme ministre de la décentralisation. Bien sûr que cette question a été également évoquée. Mais il n'y avait pas de préalable, comme vous l'entendez, ni un rapport à déposer comme exigence. La deuxième question, c'est que il n'y a pas de... Je ne suis pas encore invité au Parlement. Voyez-vous, je n'ai pas une invitation formelle d'aller au Parlement. Il y a un député qui a déposé une lettre d'interpellation. Si nous étions à l'âge où il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est une correspondance qui est sur la table de la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, j'imagine bien, et c'est vrai, le dossier n'est même pas encore traité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je ne peux pas conditionner l'expression devant l'opinion par une éventuelle invitation à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous me suivez, qui me pose la question. Donc, je ne suis pas à ce stade invité à l'Assemblée nationale et j'ai la liberté de m'exprimer. Évidemment, l'Assemblée peut m'inviter ou ne pas m'inviter, je n'en sais rien. Mais si jamais je suis invité, ce sera mon plus grand plaisir et mon plus grand privilège de communier avec les élus de notre peuple pour qu'ils connaissent la vérité. Je pense que l'obscurantisme et les mensonges qui ont été érigés pendant les 2 semaines ont besoin d'être détruits. Et il n'y a que la vérité qui peut les détruire et la vérité les détruire. Alors, vous avez posé une troisième question. C'est l'enjeu. Pourquoi Minembwe, c'est ça? Minembwe, c'est une simple agglomération des villages. Donc, ça, il n'y a rien de spécial que ça. Toute l'attention qui présente Minembwe comme un enjeu spécial n'est pas du tout celui-là. Maintenant, est-ce que ce sont les collines ou les plateaux ou les ruisseaux qui sont à Minembwe qui posent problème? C'est pas du tout vrai. C'est pas la région la plus riche du Congo. En tout cas, c'est pas la commune de Dilala à Kolosi, où sont extraits les minerais, l'Ouest en fond. C'est habité essentiellement par des éleveurs, quoique la guerre a dû décimer, si vous voulez, plus de 250 000 cheptels en moins de 2 ans. Mais l'enjeu, c'est la population qui y habite. Donc, le point fondamental, c'est peut-être celui-là, l'enjeu. La population qui y habite, elle est composée des Banyamulenge, des Babembe, des Bafulero, des Banyindu et de plus en plus de Bashi. Cette communauté a des problèmes non seulement, si vous voulez, au sens de l'insécurité, mais lorsqu'il arrive à une catégorie de personnes, en particulier les Banyamulenge, d'exercer les droits reconnus par la Constitution, tel le droit et même l'obligation d'être administré, dans le cas de Minembwe, donc, ça pose problème. Ce qui s'est passé à Minembwe, ce serait passé à Bafouassende ou à Kamina ou à Matadi, ça ne serait absolument pas un enjeu. Absolument pas. Donc, on est de plein pied sur le chapitre ou dans le chapitre des droits de l'homme, des droits d'être administré. Alors, si l'identité est niée à une catégorie de Congolais, bien sûr que tout le reste vient en disant pourquoi ça, pourquoi cela. Téné, lorsque nous étions à Minembwe, je suis parti avec une ordre de mission du Premier ministre.
sur base d'une décision du gouvernement qui a répondu au souhait de mon collègue de la Défense de l'accompagner dans sa caravane qui devait l'amener de Bunia, Beni, Minembwe et Moliro dans le territoire de Moba. Mais la demande du ministre était très claire, c'était de l'accompagner au niveau du sud Kivu, donc à Minembwe. Le reste de parcours, il a fait avec d'autres membres de la délégation. Nous avons accompli notre mission parfaitement. La mission sécuritaire. Il y avait des civils, il y avait 10 députés, il y avait des généraux et d'autres officiers. Il y avait le gouverneur de province et, si vous voulez, le ministre de l'Intérieur de la province du Sud-Kivu. Donc l'ambiance était complètement bonne pour cette mission. Nous l'avons accompli parfaitement. Ce qui étonne, c'est que ce n'est pas l'objet de la mission principale qui émeut le monde. On devait dire, mais ça fait 3 ans qu'il y a une guerre dans le Haut-Plateau. Quel est le bilan? Comment va la population? Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un fait que je vais qualifier de bénin qui s'est produit incidemment lorsque sur place et à marge de la mission principale, des voix se sont élevées pour dire, nuitamment d'ailleurs, assez nuitamment, en marge d'une réunion qui s'est terminée avec l'état-major général avancé, mais aussi avec la société civile le lendemain, pour dire mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas installé plutôt le bourgmestre de la commune. Pour rappel, le bourgmestre de Minembwe, plutôt la commune de Minembwe, est créée en 2013 avec l'ensemble des ETD, des entités territoriales décentralisées, de l'ensemble de toutes les provinces. C'était même avant le découpage, disons, la mise en œuvre du découpage qui est intervenu en 2015. Et en 2015, vous avez la suspension du décret, ce fut un décret du Premier ministre Matata, des décrets, parce qu'il y avait des interrogations, soit sur la viabilité de certaines communes ou villes, soit encore sur le coût, soit encore parce que, et c'est peut-être l'une des raisons les plus plausibles, cette situation de création de villes et de communes avait précédé la mise en œuvre des provinces. Donc, on a attendu 2015, les provinces sont passées à 25 avec la ville de Kinshasa. Et donc, en 2017, le gouvernement, j'ai toute la documentation ici, je vais vous la remettre, le gouvernement a tenu un conseil des ministres et a apprécié le rapport des ministres compétents pour lever la surséance. Et en 2017-18, le premier ministre Tchibala a levé la surséance, a décidé de la levée de la surséance. Et en 2018, on a commencé ce qu'on appelle l'opérationnalisation. Le ministre si vous voulez, de l'Intérieur, le ministre de la décentralisation ont signé une lettre interministérielle qui a, si vous voulez, aligné dans chacune des provinces, toutes les provinces, à part Kinshasa, les villes et les communes qui vont être progressivement mises en œuvre. Pas plus tard, d'ailleurs, qu'il y a 2 mois, vous m'aviez suivi, présenter au niveau du gouvernement la question de Lumumba-Ville. C'était créé ces années-là. Et ça n'a pas créé de problèmes particuliers. Vous ne le savez peut-être pas, le président de la République a nommé les autorités, donc le maire, le bourgmestre. Parmi les personnes nommées, j'ai, moi, proposé. Et le dossier de Lumumba-Ville, pour qu'il soit opérationnel, qu'il est présenté, c'est moi-même. Au gouvernement, c'est l'un des dossiers qui a accueilli le plus de consensus. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit non. Et bien après, nous avons notifié aux intéressés. Donc, ça veut dire que à ce stade, lorsque vous voyez le cheminement de la création de cette commune parmi
plus de 500 entités territoriales décentralisées, Roubaix-Roy n'était pas là. Je faisais l'opposition en ce moment-là, en 2013. Je n'étais pas au gouvernement. Je rappelle qu'entre décembre 2006 à décembre 2016, je ne suis pas membre du gouvernement, ni d'aucune institution. Et lorsque le décret lève la surséance, c'est un autre Premier ministre, Tchibala, qui pose des actes dans le sens de ce qu'avait posé le Premier ministre, Matata. Et lorsque vous voyez les décrets des Premiers ministres, c'est ce que l'opinion doit comprendre. Le Premier ministre ne signe pas de décret sans que ce soit des dossiers passés au Conseil des ministres. Donc c'est tout le gouvernement. C'est le gouvernement. Et lorsque les maires de villes ont été nommés et les bourgmestres ont été nommés, vous n'avez pas ma signature non plus, y compris pour le bourgmestre de Minembwe. Et lorsqu'il a été notifié, c'est le gouverneur du Sud Kivu qui a compétence, il a fait. Et pour les villes de Baraka, nous sommes en territoire de Fizi. Uvira, ville d'Uvira, nous sommes en territoire d'Uvira. Et Kamituga, nous sommes en territoire de Monga. Et donc, la commune de Minembwe, le même gouverneur de province a fait pour toutes ces entités-là au Sud Kivu. Et pour finir, celui qui, pendant les séjours, par pure coïncidence, à Minembwe récemment, a installé, si vous voulez, le bourgmestre, comme le gouverneur en avait fait pour les 3 villes avant, c'est le ministre de l'Intérieur de la province, parce que c'est de sa compétence. Donc lorsque nous arrivons, et qu'à marge de notre séjour et d'une belle mission qui devait proclamer la paix, la réconciliation entre communautés, et bien sûr avec des questions d'opérationnalité ou d'opérationnalisation militaire, la question s'invite. Le ministre de l'Intérieur dit, c'est de ma compétence. Je n'ai pas besoin de rentrer à Bukavu pour vous faire un PV que je vais lire dans 2 minutes et le signer avec le bourgmestre. Et il est fait par devant le gouverneur de province du Sud Kivu qui prend la parole, qui dit, oui, c'est une nécessité plus psychologique finalement que légale, parce que j'ai le texte de loi ici, et on le fait, le ministre le fait par devant lui, le gouverneur de province. Voilà toute l'histoire. Donc, l'enjeu, je me dis, c'est que par coïncidence, je me suis retrouvé à Minembwe. Si c'était un ministre de la décentralisation qui n'est pas de ma communauté, de la communauté Banyamulenge, certainement, ça serait passé comme un fait divers, absolument. Si le gouverneur de province et le ministre de l'Intérieur n'avaient pas été dans cette délégation, n'est-ce pas, ça ne pouvait jamais s'opérer parce que ce n'est pas de la compétence nationale. Donc, je crois qu'il faut dédramatiser, construire des mensonges. On va parler des questions de limites certainement, vous avez des questions sur ça, en fabriquant des contre-vérités. Je pense que ce n'est pas rendre utile, si vous voulez, la nation. Il faut revenir à l'ABC de la vérité. Et la vérité, c'est que vous pouvez vivre, quand vous voyagez, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, quel problème va se poser. Et donc, ce fut un simple problème de coïncidence, mais qui n'enlève en rien la compétence du ministre de l'Intérieur du Sud Kivu. Voilà. Excellence, Jean-David Kilolo, Télé 50. Vous savez, ce qui a fait aussi que les gens puissent réagir, c'est aussi cette coïncidence où on a vu une forte délégation composée des députés et aussi se sont certainement déplacés par rapport à cette installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Alors, la question, c'est de savoir, n'y a-t-il pas un plan caché? Parce qu'on a même vu l'ambassadeur américain qui a séjourné pendant 7 ans dans l'est de la République démocratique du Congo, parce que les gens ont peur, et disant que ça risque d'être un Lesotho. Juste une fois que Minembwe est devenu une commune, après commune, ils vont demander l'indépendance. Voilà, merci de poser aussi cette question. D'abord, votre introduction n'est pas vraie. C'est-à-dire que toute cette grande
grande, elle était la délégation. Mais chacun avait son ordre de mission. Comment les gens deviennent du coup des malentendants? On parle bien des ordres de mission. Un chef d'état-major général de l'armée, raisonnablement, peut-il aller installer un bourgmestre à Minembwe? Il a son ordre de mission. Il y a des opérations militaires. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des cheptels ravagés. Il y a des maisons ou des villages, 311 villages incendiés. Il y a plusieurs centaines de personnes décédées, tuées, il faut le dire ainsi, par balles, par des groupes armés. Il y a, si vous voulez, 70% de la population a dû se déplacer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 256 000 têtes de bétail disparues. Donc un chef d'état-major général, quand il se rend dans cette région, il n'y va pas pour aller, comment dirais-je, installer un bourgmestre. Le ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il a fait? Le ministre de la décentralisation et des réformes institutionnelles. Comment est-ce qu'on peut le réduire, même s'il est de la communauté, du lieu de la mission, où il y a des problèmes de sécurité? Comment est-ce que, du coup, les gens deviennent aveugles et disent il peut être parti, ou il est parti, pour installer les députés? Ils avaient des ordres de mission. C'est proposé par l'Assemblée, et c'est signé par l'Assemblée, pour accompagner le ministre de la Défense. Donc, la manipulation a commencé par là. Et on a beaucoup joué à la perception. On dit, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, alors Robert Roy a amené tous ces gens pour aller installer un bourgmestre. Mais quelle folie! Ce n'est pas simplement rationnel. Donc, chacun est parti conformément à son ordre de mission. La mission était de sécurité et de paix, et de réconciliation, un message de réconciliation, absolument pas de l'installation. Deuxième chose, pourquoi vous niez à la compétence du gouverneur, au gouverneur, la compétence de poser des actes dans sa province? Le ministre de l'Intérieur, il y a une vidéo, il s'est exprimé. Il vous dit, c'est de ma compétence. J'ai trouvé un problème sur le terrain, je l'ai réglé. Est-ce qu'il est dit que quand un ministre de l'Intérieur, un gouverneur, va dans les limites de sa province et qu'il trouve une question, il ne peut pas la résoudre? En quoi il serait leader alors? Alors, troisième question, vous parlez bien de l'ambassadeur américain. Mais c'est quand même gravissime. L'ambassadeur américain, peu avant d'aller dans le nord et le sud Kivu, venait de faire l'Équateur. Il a fait une semaine pratiquement dans 4 localités de la province de l'Équateur. Pourquoi? Parce qu'ils doivent, c'est l'USAID, l'agence de développement américaine, ils donnent des millions de dollars par an. Et donc, visiter des problèmes de population pour des problèmes humanitaires et apporter des solutions, et même des problèmes de développement, c'est tout le lot des ambassadeurs, ils le font. Alors, pourquoi lorsqu'il va au Kivu, et particulièrement à Minembwe, ça pose problème? C'est ce qui me choque. Parce que dans un temps voisin, il venait d'une partie de l'Ouest, l'Équateur. Et même dans son voyage, avant d'arriver au Sud Kivu, il a été dans d'autres localités du Nord Kivu. Lorsqu'il a fini à Minembwe, il a été dans d'autres localités et du Sud Kivu et du Nord Kivu, au point que le président l'a trouvé là-bas. Alors, cette fabulation, cette création de dire, parce qu'un ambassadeur américain arrive à Minembwe, alors il y a un agenda caché, il y a une balkanisation. Pourquoi on ne parle pas de balkanisation à l'Équateur? Pourquoi on ne parle pas de balkanisation partout où il a été, y compris dans le Nord et dans le Sud Kivu? Donc, je pense que les auteurs de ces mensonges agissent savamment. Ils savent bien construire des monuments d'information, si vous voulez, qui touchent au niveau de l'intellect. Et les gens y croient. Mais vous ne voyez pas un ambassadeur
Il y a d'abord, il n'y a pas de balkanisation, parce que l'auteur dont on parle de balkanisation, c'est moi. Ben alors, c'est bien beau d'attribuer à quelqu'un des histoires, mais c'est des folies, ça. Vous me voyez membre du gouvernement, ancien vice-président de la République, et j'aurai un plan que je promène dans ma mallette ou dans ma poche. Comment? Tout ceci procède d'une haine excessive et de l'intolérance la plus absurde. C'est la folie, tout simplement. On dirait que les démons se sont déplacés de l'enfer, en tout cas les démons des mensonges, et se sont installés dans les esprits pour complètement tourmenter les gens et leur faire croire à des choses invraisemblables, au point que les gens peuvent agir et agir mal, croyant bien faire, parce que simplement quelques malins ont inoculé un degré élevé de haine et de rejet. Je n'ai pas encore posé, permettez-moi. Monsieur le ministre d'État, je reste encore sur ma soif parce que nous avons appris de la bouche du président de la République qu'il n'était pas informé de cette situation. Et aujourd'hui encore, des voix s'élèvent pour dire qu'il y a anguille sous roche, la présence de l'ambassadeur américain. Vous avez justifié son passage dans le Grand Équateur qui n'a pas posé problème. Mais quant à Minembwe, ça semblait être très prononcé, qu'il a même été entendu au niveau de la présidence de la République selon nos informations. Est-ce que nous pouvons penser qu'une crise s'installe déjà au moment où le président de la République voudrait tout simplement annuler tout ce qui a été fait à Minembwe en votre présence dernièrement? Excellence. Mais merci de revenir sur ça. Je pense que vous me rendez un très bon service en disant des choses crûment telles qu'elles se sont racontées pendant les 2 semaines. Voilà, je ne peux pas me permettre de commenter les propos ni la décision du président. Je suis membre du gouvernement, j'ai donc l'obligation de réserve. Et dans tous les cas, il a décidé. Et donc sa décision est là et dans toute sa validité. Maintenant, ce que j'ai à dire, c'est que ma mission n'était pas inconnue. Ma mission vient du Conseil des ministres. Mais ma mission n'avait pas pour objet d'installer un bourgmestre. Il est honteux, même honteux, de penser qu'un ministre national ignorerait ses compétences. Écoutez-moi très bien. Le 7 août de cette année, j'ai accompli 30 ans au barreau comme avocat. Alors, je peux vous lire les compétences par rapport à l'installation. D'ailleurs, le mot installation est utilisé abusivement. Lorsque vous lisez la loi sur les ETD, justement, il est dit quoi? Le bourgmestre et le bourgmestre adjoint sont élus au sein ou en dehors du conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté du gouverneur de province dans les 15 jours de la proclamation des résultats. Nous sommes dans la loi, voilà comment elle s'appelle cette loi. Loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD, entités territoriales décentralisées, et le rapport avec l'État et les provinces. Bon. Je suis donc légaliste et personne ne peut m'enlever ce caractère lié à ma formation et lié à ma pratique. Je suis praticien de droit. Je ne suis pas ni philosophe, ni sociologue, ni psychologue, ni médecin. Non, je suis juriste de formation, je suis juriste praticien. Mais au-delà de ça, dans la Constitution que vous avez, que nous avons, j'y ai participé amplement en dirigeant la commission qui avait le ministère de la Justice dans ses attributions, la défense dans ses attributions. C'est la commission, en effet, il faut le dire, qui a réunifié le pays. La commission politique, défense et sécurité avait sur ses épaules les 5 objectifs de la transition.
et c'est votre humble serviteur, finalement les mémoires sont courtes. Qui a joué ce rôle-là au niveau du gouvernement? Mes collègues avaient respectivement l'économie et les finances, la reconstruction, mais aussi les affaires sociales et humanitaires. Mais vous ne voyez pas dans les objectifs de la transition ce concept-là, ces matières-là. Ça va de soi, ce sont des services. Mais les matières qui relèvent de la réunification du pays, des matières qui relèvent de la constitution qui devait asseoir la démocratie dans ce pays, les matières qui relèvent des élections et consorts, c'est des matières, si vous voulez, de la Commission politique défense et sécurité. Donc je connais très bien de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la forme de l'État, la décentralisation dans ce pays. Et bien sûr, je suis comme ministre, je suis aussi ministre de la décentralisation, c'est ma 4e année celle-ci. Quoique les gens pensent que c'est mon meilleur choix de ministère, je n'aurais jamais peut-être... Pour le besoin de la cause, il fallait vraiment être là pour exécuter ce plan. Vous n'avez pas posé la question, c'est moi qui évoque la question, non? Tout à fait. Mais laissez-moi y aller. Donc, vous me voyez avec le background de vice-président, qui a eu le ministère de la Défense, des mobilisations et anciens combattants dans mes attributions, qui a eu les affaires étrangères dans mes attributions, la diplomatie et la coopération régionale d'ailleurs, qui a eu également la justice dans mes attributions et les droits humains, qui a eu également le ministère de l'Intérieur et Sécurité dans mes attributions. Et je peux continuer l'information, ça vous concerne les femmes et familles, gens, affaires humanitaires et tout. Et j'aurais gardé comme choix principal le petit ministère de la décentralisation. Si je devais choisir, ce n'est pas celui-là que j'aurais choisi. Certainement pas. J'ai une nette passion pour la justice, c'est connu, je ne le cache pas. Je serai ministre de la Justice, que je serai comblé de par... si je devais faire un choix, mais aussi la diplomatie ou l'intérieur, c'est des ministères importants que j'ai eu à superviser pendant 3 ans et demi et que je maîtrise. Donc, lorsqu'on m'attribue le ministère de la décentralisation et des réformes institutionnelles, je l'accepte comme serviteur, pas comme passion. Et je l'accepte parce qu'il y a un agenda caché. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle? Tous ces gens qui parlent de la décentralisation, avant mon arrivée dans ce ministère, combien de gens savaient qu'il y a un ministère qui s'appelle décentralisation? C'était quantité négligeable. La valeur des ministères, finalement, dépend de celui qui l'anime. Si on vous demande qui était ministre de la décentralisation avant Roubaix-Roy, vous ne saurez pas. Non, c'est parce que je travaille au jour le jour. Je fais connaître des questions de fond tous les vendredis. Interroger les membres du gouvernement. Quasiment tous les vendredis, je suis là avec la Constitution pour appeler au Conseil des ministres la nécessité d'aller à fond dans la décentralisation parce que le développement du pays en dépend. C'est connu, c'est pas caché. Donc, je reviens sur votre question pour dire, l'ambassadeur américain, il n'est certainement pas parfait, mais n'est pas allé à Minembwe en fonction, si vous voulez, de la commune de Minembwe. C'est abject de coller à quelqu'un. D'abord, il est allé 2 jours après nous. Alors, il serait allé faire quoi? Célébrer quoi? Voici ce que dit ce texte ici. Le texte ne parle même pas de l'installation. Le texte parle de l'investiture. Et là, c'est dans l'hypothèse où il y a eu élection. Mais ça s'arrête à l'acte posé par le gouverneur de province. Et dans le cas d'espèce, parce qu'il n'y a pas encore eu élection, c'est que les gouverneurs font pour les maires ou les bourgmestres, c'est des lettres. Or, le bourgmestre de Minembwe a la lettre du gouverneur de province, donc l'investiture, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Donc il fonctionne à 100% et à part entière comme bourgmestre. La décision ne parle même pas d'une commune rurale. La décision parle tout simplement d'une commune. Mais je ne sais pas d'où vient l'appellation commune rurale. C'est à vous comme ministre.
4 questions à vous poser rapidement. Non, d'abord, on va tic au tac. C'est ce que vous appelez coup sur coup, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est pas mon genre, ni mon jargon, mais je vous le concède. Non, il faut lire le texte entièrement. Le texte qui crée les ETD, donc les décrets qui ont créé, font des communes urbaines, des communes rurales et des villes. Et détrompez-vous. Détrompez-vous. Si je devais poser une question, moi, dans le cadre de décret, je poserais la question sur l'ensemble des communes. Le péché, c'est lequel? C'est extraire Minembwe. Les décrets, je vais vous donner où sont les documents. Vous irez chacun avec 10 documents, y compris celui-là. Examinez-les, vous êtes des intellectuels. Donc, on ne peut pas dire seul Minembwe a un statut particulier, non. Le régime de création, le régime de surséance, le régime de levée de surséance, le régime, si vous voulez, de désignation, c'est tout ça commun. Donc, ne tombez pas dans les pièges des gens qui... Justement, je viens d'être avec l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. C'est lui d'ailleurs qui m'a remis ces décrets. Il vient d'animer une conférence de presse. C'est lui, il affirme, en 2009, qui a pris les décrets pour ériger certaines villes en territoire ou certains territoires en communes. Et il dit que puisqu'il n'avait pas l'avis favorable, puisque lui n'avait pas l'avis favorable de l'Assemblée provinciale, j'ai fait allusion au document que vous êtes en train de brandir sur les ETD, et que l'avis favorable de l'Assemblée provinciale de Sud Kivu n'avait pas donné quitus pour l'érection de Minembwe en commune, voilà pourquoi il avait mis de côté Minembwe. Et c'est par après, quand Matata est venu en 2013, Matata vient abroger les décrets de M. Muzito. Ça, je tire ça de Muzito, ancien Premier ministre. Et Matata, se basant sur un avis farfelu attribué à l'Assemblée provinciale, va faire de Minembwe une commune. Or, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu n'a pas donné l'avis sur Minembwe, mais plutôt sur d'autres agglomérations. Alors, peu après, Matata s'est rebiffé pour demander la surséance de ces décrets en 2015. Les décrets abrogeant celui de Muzito et intégrant Minembwe comme commune rurale. Matata a demandé la surséance de ces décrets, mais c'est quand le Premier ministre Bruno Tshibala qui est venu, vous l'avez souligné ici, en 2018, qui a pris un autre décret pour faire des Minembwe, donc pour lever la surséance. Alors dites-moi, monsieur le ministre d'État, est-ce que l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, vous avez la documentation sur son rapport, son PV de la plénière, je crois, du 7 octobre, ce PV de l'Assemblée provinciale avait fait mention de Minembwe qui devrait être érigé en commune. Merci beaucoup. Alors, voilà, c'est bon. Soyez calme quand vous posez la question, parce que vous mettez beaucoup de passion. Je vous ai dit ceci, il faut me suivre très bien. Le 6 décembre 2006, Joseph Kabila a prêté serment comme président de la République. OK? Et donc, j'ai quitté le gouvernement. Je suis rentré au gouvernement après les négociations de la Cité des Nuits africaines et de chez les catholiques ici, en décembre 2016. Ça fait 10 ans exactement. Alors, quand je vous dis que j'ai fait 10 ans dans l'opposition, donc je n'ai pas connu Matata comme Premier ministre, moi. Je n'ai pas connu Muzito comme Premier ministre. Vous êtes des intellectuels. Alors, il faut savoir à qui adresser votre question. Est-ce que le débat tel qu'il est, Minembwe, vous allez installer un bourgmestre, vous trouvez des logiques à lier ça avec des actes de 2009? Moi, je ne peux pas vous répondre. Mais certainement, du reste, le décret de Muzito n'est pas de 2009, c'est faux. Le décret de Muzito est de 2012. C'est déjà une fausseté. Maintenant, quand moi je lis les décrets de Matata, je vais vous distribuer ça.
et qu'il dit les conditions sont réunies. Alors, en 2015, fausseté, Matata n'a pas créé la surséance, n'a pas fait de surséance à cause de Minembwe. Ça, c'est l'intox la plus folle. Matata, le débat il y a au Sénat, le débat il y a à l'Assemblée nationale. Suivez le Kondo quand il vous parle et bien d'autres. Il y a eu des débats sur des questions de viabilité, sur des questions de précéder, si vous voulez, de faire précéder les communes et les villes par rapport au découpage effectif des provinces. Donc, lorsqu'il y a le décret de surséance, je vais vous le donner aussi. Ce n'est pas que Minembwe qui est visé, c'est l'ensemble, toutes les villes, toutes les communes rurales, toutes les communes urbaines. Aidez-moi à rendre ça au public. Lorsque Tshibala est Premier ministre, je vous ai préparé ici la réunion du Conseil des ministres. Vous avez la réunion du Conseil des ministres qui a décidé de la levée de la surséance. Et quand, c'est sur base d'un rapport, savez-vous qu'avant la levée de la surséance, il y a eu une commission de la présidence, de la primature, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la décentralisation, qui a jugé de l'opportunité ou non. C'est sur base de cette commission que le gouvernement a débattu en Conseil des ministres et a levé la surséance. Pas que pour Minembwe. Lorsque on va désigner les gens, on n'a pas désigné que Minembwe. Mais la ville d'Uvira, ce fut une district comme Goma, comme Kindu. C'est resté une cité jusqu'en décembre. Je connais les noms des personnes qui ont fait des démarches absolument pour que Uvira soit parmi les priorités. C'est Bitakwira. Je connais les personnes qui ont fait absolument des démarches pour que Baraka soit parmi les villes prioritaires. C'est Nehembi Mulanya. De même que pour, comment dirais-je, Kamituga, dans le Manga. Nous sommes partout là où? Au sud Kivu. Alors, pourquoi seulement Minembwe, qui n'est même pas une ville? Donc, voyez-vous, l'intox est quelque chose de terrible. Kasumbalesa au Katanga devient ville quand? C'est pendant la même période. Donc, si on n'a pas beaucoup d'informations vraies, il faut s'informer. Vous pouvez appeler Mova, qui était ministre de l'Intérieur. Vous pouvez appeler Chadar, qui était ministre de l'Intérieur. Vous pouvez même appeler Mouyej, parce qu'en 2013, lorsque Matata prend la décision, la décentralisation, disons, pendant cette période, il y a une période où Mouyej, les années 2009 ou 2010, tout ça, quand les dossiers venaient des provinces, il était ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. En 2013, vous avez mon prédécesseur, Banamouere, qui a contresigné avec Matata, parce qu'elle est ministre de l'Intérieur. Donc, je pense que s'il y a un problème, s'il y a des problèmes, voilà en quoi la décision du président a tout son sens. Si il y a des problèmes qui sont soulevés par les uns et par les autres, sur Minembwe, alors il faut être objectif. C'est ça la science. Il faut dire, il faut un traitement égalitaire sur l'ensemble des ETT. S'il faut revoir les conditions et les conditionnalités qui ont prévalu à la création, il faut les revoir partout. Mais on ne peut pas s'élever pour une agglomération sur plus de 500 agglomérations. On va privilégier ceux qui n'ont pas encore posé des questions. Bon, il reste 10 minutes. Non, on peut, madame, c'est la règle. On ne peut pas. Il en a déjà posé 2, donc oui, c'est l'exception. Alors que je suis la seule dame. Et voilà, on va revenir à vous. Je vous le promets, on va revenir à vous. Je méritais quand même. Non, vous poserez la dernière. Comme ça, vous avez tous les privilèges reconnus aux dames. On va rapidement. En fait, juste une petite question. Qui répondez-vous à ceux qui exigent votre démission après cette polémique? Voilà. Voilà. Merci beaucoup de me poser la question. Si j'ai commis une faute,
j'aurais absolument démissionné. Si j'avais commis une faute, j'aurais démissionné. Mais je ne peux pas démissionner pour faire plaisir aux gens haineux qui expriment une haine viscérale parce que justement et tout simplement il s'agit des Rouberois. Non, là ce n'est pas rendre la justice au juste. Vous savez, on ne peut pas condamner quelqu'un à la démission sans l'avoir entendu. Notre droit ne le permet pas. Mais en même temps, parce que je vous dis, et regardez-moi en face, le décret de création, ce n'est pas mon fait. Le décret de surseillant, ce n'est pas mon fait. Le décret de levée des surseillants, ce n'est pas mon fait. L'arrêté de nomination du bourgmestre, ce n'est pas mon fait. L'investiture, donc la lettre du gouverneur de province du Sud Kivu qui investit le bourgmestre, ce n'est pas moi. C'est pas mon œuvre. Le PV d'installation du bourgmestre fait par le ministre de l'Intérieur du Sud Kivu, ce n'est pas mon œuvre. Sur cette ligne-là, tu vas démissionner pour faire plaisir à qui? À celui dont le cerveau est manipulé. Deuxième chose, il y a des principes en droit. L'un des principes, c'est la continuité des services publics. J'assume, comme ministre de la décentralisation, c'est que l'État, ça veut dire les ministres de la décentralisation qui m'ont précédé et les gouvernements qui m'ont précédé et dans lesquels j'ai évolué, ont fait. C'est ça le principe. Il est général et je ne peux pas me dérober. Mais en même temps, s'il y a des responsabilités personnelles, telles qu'en matière pénale, elle est individuelle. Vous me suivez très bien. Donc, je sais de quoi il s'agit. Et je sais séparer ce qui est rationnel et raisonnable de ce qui est émotionnel et passionnel. On ne doit pas céder à la passion. L'État congolais et la nation congolaise ont besoin de marcher sur des principes, sur des valeurs et sur une bonne vision. C'est là que l'avenir. Pendant que nous sommes en train de discuter sur Minembwe Vie et Minembwe, installation des bourgmestres de Minembwe consorts, il y a des gens qui meurent, il y a des bétails qui sont pillés à Minembwe. Alors, vous, en tant que doyen du coin, comment entrevoyez-vous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener la paix à cette partie du pays? Je pense que la vision du président de la République par rapport à l'Est, il a maintes fois rappelé, et encore récemment, pendant ce séjour à Goma, nous sommes dans la même perspective. Il n'y a pas de vision séparée. J'ai eu la faveur d'être reçu encore hier par le chef de l'État et la question de la sécurité de l'Est a été dans nos échanges. Bien sûr que je suis là, je comprends très bien de quoi il s'agit. Il y a 2 ou 3 axes en fait. L'un des problèmes majeurs au niveau de l'Est, c'est l'idéologie. Il faut s'attaquer à l'idéologie de l'intolérance, ouvertement, et enseigner les valeurs de l'amour, de la paix et de la tolérance, et de l'acceptation mutuelle. Il faut en faire comme, comment dirais-je, comme un objectif tel construire un pont ou un chemin de fer. Mais attention, il n'y a pas que dans les hauts plateaux du Sud Kivu, c'est tout le Kivu. Il n'y a pas que le Kivu, c'est l'Ituri. C'est de quoi qu'il souffre l'Ituri. C'est ça. Mais ce n'est pas que ça. C'est le Lubumbashi et Kasumbalesa. Donc, le problème de réconciliation constitue un besoin réel et fondamental dans ce pays. Et il faut l'aborder. C'est le premier volet de la solution. Il faut amener les gens à s'accepter différents. Parce que Dieu, quand il nous crée, il vous donne un visage qui, même votre ADN, d'ailleurs, n'a rien à voir avec l'ADN de vos enfants. Donc, a fortiori, si vous voulez, les images et les physionomies, et les attitudes et tout le reste. Nous devons nous accepter tels que Dieu nous a créés.
et nous aimer et nous tolérer. Nous tous, nous allons à l'église le dimanche. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, son âme, son esprit. Le deuxième, qui lui est semblable, c'est d'aimer le prochain comme soi-même. Jésus est allé plus loin. Il a prêché sur l'amour des ennemis. Parce qu'il dit, si j'aime ceux qui m'aiment, bon, en quoi je suis différent de ceux qui ne croient pas? Je les dépasse en aimant même mes ennemis. On n'a pas besoin de vivre ennemis. La deuxième valeur, donc la première solution au problème de l'Est, il est moral et spirituel. La deuxième solution au problème de l'Est, il est sécuritaire. Il faut que l'armée impose la paix. Nous avons des centaines de groupes armés. Il faut y mettre fin par des actions de notre armée, les FARDC. La troisième solution au problème de l'Est, c'est le développement, qui est une réponse à la pauvreté. Beaucoup de questions qui se posent à l'Est, c'est aussi un problème de pauvreté. Vous avez des jeunes gens qui n'ont pas soit fini les études, soit qui n'ont pas d'emploi, qui prennent des armes parce que c'est facile de vivre en intimidant les gens et en ayant de quoi vivre. Alors, il faut des projets de développement, mais aussi des projets intégrateurs qui obligent les communautés à vivre et à travailler ensemble. Le jour où il y aura des banques où un Moubembe est associé à un Munyamulenge, il y a une activité agricole où un Moufulero est associé à un Moubembe, à un Munyamulenge. Il y a la pêche, un projet de pêche où les gens ont des intérêts communs. L'élevage où ils ont des intérêts communs. Des affaires, du business ensemble. Ils vont réfléchir 2 fois avant de le détruire. Donc il faut former la population à travailler ensemble. Il faut qu'il y ait des budgets conséquents et même des investissements particuliers dans les zones de conflit, sans oublier le reste du pays. Parce que si on ne le fait pas, même le reste du pays risque de connaître des problèmes à cause de la pauvreté. C'est quelque chose de terrible qu'il faut combattre. Merci Excellence, je sais que je prends parole en dernier. Oui, voilà. Première question ou sous-question, on y va rapidement. La preuve, c'était vous niez ne pas avoir été à Minembwe alors que certains députés présents confirment. Voilà. Je mets au défi quiconque prouve qu'au moment où on installe le bourgmestre, je suis là. Vous savez, les députés disent ça. J'aimerais savoir quels sont ces députés-là. Il n'y a pas de vérité. Il y a une seule vérité. Ce que je dis, je ne le dis pas pour plaire une opinion. Je crains Dieu. Ma mission n'avait rien à voir. Et sur place, je n'ai pas installé. Ce n'est pas dans mes attributions. Maintenant, est-ce que je dois vous forcer à croire? De quelle manière? Je ne sais pas. Je suis... Prenons même l'hypothèse qu'un député le dise. Il doit le prouver. Et il ne le prouvera pas parce que c'est inexact. Donc je pense que de l'autre côté, comme humain, les gens doivent se poser une seule question. Et si Roubero disait la vérité? Tournez vos auditeurs aussi dans ce sens-là. Et si toute cette affaire était un montage de quelques personnes qui en veulent à sa personne? Vous connaissez la politique. Vous savez les coups bas. Si on montre quelque chose qui dégage la perception que ça peut être vrai, et c'est sensible, vous connaissez dans l'opinion congolaise, la donne Tutsi, la donne Banyamulenge. Si quelqu'un veut savamment remuer ça, vous savez combien de gens s'alignent derrière ça? Vous lisez la Bible? Bien sûr. Lisez
vers le dernier chapitre du livre de Luc. On va vous dire que lorsque Jésus, qui était innocent pourtant, qui disait la vérité pourtant, qui faisait du bien pourtant, lorsqu'il est arrivé au moment où il devait être crucifié, Pilate et Hérode, qui étaient des ennemis, c'est écrit dans la Bible, des ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus amis. Vous trouvez normal, vous, que dans le FCC, dans le CACH, dans la MOCA, dans la société civile, des gens ennemis qui ne se parlaient pas du tout, du coup, fassent cause commune. Ça ne peut pas déranger la conscience de quelqu'un en disant, mais tiens, il y a quelque chose d'anormal ici. Pourtant, ce fut ça le cas de Jésus. Ce fut ça le cas de Jésus. Ce n'était pas que Jésus avait menti, avait péché, avait mal agi. D'ailleurs, ils sont allés plus loin. Effectivement, ils l'ont crucifié. Et c'est le deuxième principe. La foule au sens des internautes, au sens des réseaux sociaux, la foule n'a pas d'âme. Pourquoi est-ce que Pilate a lavé les mains et a livré Jésus? C'est la demande de la foule. Ce n'était pas une décision du tribunal. D'ailleurs, il a dit, je ne trouve aucun mal sur lui. Ça n'a pas empêché qu'il le livre. Pourquoi? Pour faire plaisir à la foule. Et c'est ça la politique dans la plupart des cas, ici ou ailleurs. Si j'ai un argument pour faire adhérer à ma personne et à ma cause la foule, moi je ne le fais jamais. Mais des milliers de gens le font. Deuxième question. La première question, vous n'avez pas répondu si vous craignez de subir le même sort que tout la grâce. Non, pas du tout. Non, monsieur. Je vous ai dit que j'ai une seule mémoire. Je n'ai pas la mémoire de plusieurs personnes. Donc, des questions, je ne les ai pas retenues entièrement. Soyons courtois. C'était la même question. C'était la première. Je n'ai pas retenu Voilà. Moi, je n'ai pas du tout peur. Je n'ai pas du tout peur. De un, votre question ressemble à celle qu'il a posée de démission. Donc, je n'ai pas du tout peur de quoi que ce soit parce que je suis dans la vérité. Supposez même, parce que c'est ce que vous voulez dire, que je quitte le gouvernement pour avoir été accusé faussement. Mais je serai l'homme le plus heureux. Pas parce que j'ai quitté le gouvernement, personne ne veut quitter le gouvernement quand il y est. Mais parce que la cause qui m'aurait fait partie du gouvernement n'est pas une cause indigne de vol, de détournement de deniers publics ou des insanités, je veux dire. Donc, quelque chose qui ne relève ni de la loi, ni de la morale, on me fait partir parce que je suis dans la vérité. Il faut savoir assumer dans la vie. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour, évidemment. Plusieurs politiques vous accusent, vous accrochez à cette histoire de Minembwe. Oui. Vous restez, continuez à rester... Parce que je n'ai pas de poids politique. Vous savez, quand vous créez une société, d'abord, le concept de poids politique. On n'a pas beaucoup de temps, peut-être que ça va demander toute une émission. C'est quoi le poids politique? Le poids politique, c'est des députés. Alors les députés, qu'on obtient comment? C'est tout ça. J'assume, je viens d'une minorité. OK? Le RCD est sur l'ensemble du pays. Alors, nous allons aux élections. J'aligne des candidats qui ne sont pas élus en majorité. Mais je lis, je suis, j'écoute. Celui-ci, il est passé comment? Je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez d'une vidéo qui circule. Mais vous savez que, toutes les prophéties ne sont pas vraies. Si vous voulez une émission biblique, et je suis bien tenu, je peux bien tenir sur la décentralisation, sur le droit, que sur des questions bibliques. Donc la prophétie, la prophétie qui est vraie, c'est celle qui s'accomplit. Toute prophétie fausse ne s'accomplira jamais. Dans cette vie de Kinshasa, tu connais le nombre de faux prophètes? Toi, tu connais?
si tu n'en es pas un, toi-même. Madame. À la balkanisation, est-ce que c'est le fait dans le RCD qui fait cela? Et en dernier lieu, il y a certains journalistes, surtout à l'extérieur du pays, qui décrivent Minembwe comme une sorte d'enclave Tutsi. Qu'est-ce que vous dites par ça? C'est un article d'il y a 48 heures d'un journaliste de l'AFP qui s'est retrouvé avec un événement d'enterrement du dernier tué par les Maïmaï à Minembwe il y a 3-4 jours. Donc, Minembwe est habité par d'autres communautés. Le centre aujourd'hui, c'est plus les bâches. Vous pouvez croire à ça? Est-ce que quelqu'un peut croire qu'au centre de Minembwe, autour de la commune, la population en termes de communauté la plus importante, c'est les bâches? Personne ne peut le croire ici. Ici, on gobe tout, on voit les... J'en viens. C'est justement parce que c'est le Banyamulenge. C'est une victimisation. C'est toi qui l'as dit. Parce que c'est pas la seule minorité. Non. Le problème est celui-ci. Nous sommes, les Banyamulenge sont l'une des communautés de la RDC. Lorsque ils vivent à Minembwe, ils vivent dans 3 territoires du Sud Kivu, n'est-ce pas? De tout le temps, ils ont toujours cohabité avec les Babembe, les Bavira, les Bafouren et les Banyindu. Madame, vous pouvez croire que dans ma maison, à Kinshasa, je vis avec un ami Mubembe. Est-ce que ça vous traverse dans l'esprit? Vous pouvez croire. Parmi ces communautés dont on dit qu'on ne peut pas vivre ensemble. Moi, je vis avec un ami Mubembe. Ça fait des années. Je vis avec lui. J'ai des collaborateurs et des conseillers, même vice-présidents, des communautés voisines. Babembe et Bafouler. Donc, ça veut dire que ça dépend des époques. Lorsque j'ai né, moi, lorsque je naquis en 64, c'était en pleine rébellion mouleliste. Ma mère m'a conçu en pleine rébellion mouleliste, à Minembwe justement. Mais des villages voisins, c'était des Banyindu et des Bafouleros, dont certains que vous connaissez ici, comme Kouye, qui était sénateur, Monseigneur Kouye, en ce temps-là. Alors, mais il y a eu des périodes où il n'y a pas eu de difficultés. Mais il y a eu des périodes aussi où les politiques, particulièrement aux heures et aux jours des élections, utilisent l'argument Banyamulenge Tutsi pour se faire élire. Quiconque veut être populaire, je vais vous le dire combien de fois, populiste, il prend l'épée, il la tourne dans la plaie, et alors il devient populaire. Même vous, journalistes, si vous commencez à tweeter tous les jours contre les Tutsis, contre les Banyamulenge, balkanisation, Rwanda, mais vous serez la journaliste la plus connue ici. Vous ne connaissez pas la recette. C'est ça la recette. Donc, il faut prendre les choses très très au sérieux. Pourquoi? Parce que le discours qu'il y a ici, mais c'est le discours qu'on a connu du temps de la conférence nationale souveraine. On a connu des présidents de l'Assemblée nationale comme Anzulu Nibembe, qui est de Fizi. Pour lui, le pari, c'était que le Banyamulenge soit considéré comme des étrangers pour être populiste au Kivu. Et quand on vous dit on va perdre une partie du territoire national, évidemment, qui ne va pas se mouvoir? C'est une cause qui emballe tout le monde. Mais rationnellement, ça va se passer comment? Les Soto, vous vous imaginez? Ou le Vatican? On va aller prendre un village de 10 km², on dit oui, on connecte ça au Rwanda. Si les gens y croient, évidemment, ils prennent des armes. Mais est-ce qu'on a réfléchi sur ça? Ce n'est pas nous les frontaliers
Regardez la carte. Minembwe est à combien de centaines de kilomètres? Les Rwandais ne voient pas Bukavu en face. Les gens de Bukavu ne vont pas chercher tous les matins les œufs et les tomates à Tchangougou. Les Rwandais ne voient pas la plaine de la Ruzizi, où il y a des bafouleros. Les Burundais ne sont pas en face de la ville d'Uvira. La Tanzanie ne traverse pas le lac Tanganyika pour arriver à Fizi. Monter vers la province du Nord Kivu, c'est en face du Rwanda, en face de l'Ouganda. L'un des peuples les plus, justement, reculés au-delà des frontières, c'est le Banyamulenge. Donc, l'exclusion, c'est le terme que vous cherchez. La haine, ça existe. Donc, le concept de haine, d'intolérance, d'exclusion, ce sont des mots qui existent réellement, comme manger, se promener, marcher. Et lorsque les gens les exécutent sur d'autres humains, regardez dans vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas, moi je vais vous envoyer des messages, même d'aujourd'hui, qui appellent à prendre des machettes contre le Banyamulenge, contre le Tutsi. Ces messages, je les ai même aujourd'hui. Pourquoi vous? Parce que c'est nous justement, c'est la haine, madame. C'est la haine. Le jour où tu seras victime de ça, que Dieu t'en préserve, tu ne poseras pas une telle question. Tu ne diras pas... Les Banyamulenge. Non, ce n'est pas toutes les tribus. Vous êtes autour de cette table, je ne vous impute pas ça. Je ne vois personne de haineux ici. Non, je parle d'une portion de gens qui ensorcellent le pays, qui enveniment les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que Hitler a agi comment? Quand on commet le génocide, quand on fait des appels à la machette, pourquoi vous ne posez pas ce genre de questions? C'est bien de dire pourquoi vous, mais pourquoi vous ne vous dites pas, et si ce soir ça arrivait, que tous les Banyamulenge, là où ils sont, soient exterminés? Vous direz comment? Vous direz que la presse n'était pas au courant de tous ces messages de haine qui circulent dans les réseaux sociaux? Où l'on pense que celui qui tuerait tel Tutsi ferait le héros, pour que, comme Galilée, plus tard, on se rend compte que la personne avait raison. Donc, il faut éduquer la masse. Nous sommes un. C'est un peuple. La force d'une nation, c'est la cohabitation. C'est l'acceptation malgré les différences. Si on rate ça, on a tout loupé. La nation n'est pas faite que des gens qui se ressemblent physiquement nécessairement. La nation n'est pas faite que des gens qui ont le même mode de vie, tous agriculteurs, tous éleveurs, tous pêcheurs, tous chasseurs. Non. La nation, c'est un lien, par définition, et une conscience de vouloir vivre ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est des gens absolument ordinaires comme les autres, avec des défauts comme les autres. On est des humains, après tout. Et ce que les gens demandent, c'est une cohabitation et une compréhension. Le président de la République a ce message-là. Le président Kabila, l'un des acquis de son régime, c'est la cohésion nationale. Le président Tshisekedi, c'est ça le fondement de son message. C'est de dire, vivez en paix. Vous l'avez suivi chaque fois. Maintenant, il y a des gens qui manipulent ou qui sont manipulés. Qui pose le problème de la nationalité, qui n'existe plus pour les Banyamulenge, ou les Tutsi congolais, ou les Rwandophones, ou les Lingalaphones, ou les Babemba congolais, ou les Ngwandi congolais. J'ai été en Centrafrique. C'est encore beaucoup plus proche. Avec Zongo. C'est des Ngwandi de part et d'autre. Mais alors, de quoi on parle? Ici, au Congo central, avec l'Angola, au Kasaï central, avec l'Angola, ici avec Brazzaville. Donc, personne n'a voulu des frontières. Elles nous ont été imposées. Et lorsque nous nous retrouvons entre les frontières de la RDC, nous n'avons pas cherché
à faire des procès contre tel et tel. Je pense que la majorité des Congolais méprisent ce genre de comportement. Je sais ce que je dis. La majorité des Congolais ne croient pas à ça. Et c'est ça le bonheur que nous avons. Les dirigeants du pays ne croient pas à ça. Et donc, les efforts, c'est pour enseigner, à travers la communication notamment, le bon vouloir et la conscience de vivre ensemble. Voilà. Merci beaucoup.